On se retrouve pour regarder la mise en œuvre des ponts après avoir vu les différents types de ponts qui existent, sachant que les ponts, par exemple, à réaliser en encorbellement sont plus pour des voussoirs à inertie variable, parce que les ponts poussés nécessitent qu'on ait des tabliers de ponts qui aient une inertie relativement constante, même si j'ai vu quelques cas au niveau de charpentes métalliques avec une légère inertie, de variation d'inertie du tablier. On commence par le plus simple, à savoir les ponts cadres. Pourquoi? Parce que ce sont des ponts qui ont des dimensions relativement limitées, aussi bien en largeur qu'en ouverture qu'en flèche. Et donc en conséquence, on peut se permettre d'utiliser des coffrages relativement standards, notamment pour les pieds droits. On va pouvoir utiliser des banches superposées, hein, c'est le cas ici. On voit des banches qui ont été superposées pour pouvoir réaliser l'ouvrage. Et puis pour ce qui est de la dalle, on va pouvoir utiliser des coffrages traditionnels, voire des tables coffrantes, qui est encore une des rares utilisations pour ce type de matériel. La difficulté, on va dire plutôt, c'est la forme de l'intrados. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez, il y a des formes de gousset, des encorbellements. Donc du coup, ça nécessite de faire un coffrage un petit peu plus complexe sur le platelage. Sinon, ça reste des tours d'été avec des poutrelles d'oka, voire aluminium, qui serviront pour travailler. Par contre, ce qui est intéressant avec ce type de pont, parce que je rappelle que c'est quand même le pont le plus couramment construit, hein, 75% des ponts en France sont réalisés en pont cadre. La particularité de ce type de pont illustré par cette vidéo, c'est que compte tenu des dimensions du pont et donc du poids que représente ce type de pont, on peut se permettre de les construire à côté du site de leur futur emplacement et les riper ensuite, c'est-à-dire les déplacer sur la zone. On peut voir que dans un premier temps, la voie de chemin de fer a été neutralisée et on démonte les installations, donc les rails, le ballast, etc. Et deuxième étape va consister à réaliser le plus vite possible le terrassement de la zone pour dégager la place pour pouvoir ensuite déplacer l'ouvrage. Une fois le terrassement terminé et le nivellement du sol effectué, on vient mettre en place des rails. Alors, il y a différentes façons de le ripper, mais généralement on met en place des rails, c'est ce que vous voyez sur le côté droit pour l'instant en train d'être montés, qui vont permettre en fait de faciliter et de guider l'ensemble du pont au moment du déplacement. Le tablier va être mis sur des patins avec des vérins qui vont soulever le tablier de pont et ensuite on déplacera le pont de façon à ce qu'il vienne prendre son emplacement définitif dans l'ouvrage. L'opération aura normalement duré une quinzaine d'heures. Autre cas, ce sont les fondations des piles et des culées éventuellement. Alors, il n'y a pas de difficulté majeure pour l'exécution des fondations, puisque, à part les dimensions des semelles qui sont nettement plus grandes, ou des dimensions des pieux, la principale difficulté, c'est plutôt la présence de l'eau. Je dirais que c'est aussi vrai quand on fait des fondations pour un bâtiment. La présence de l'eau avec deux cas. Lorsque l'on va creuser dans le sol, c'est la nappe phréatique. Dans quel cas, on utilisera des techniques avec des pales planches, avec éventuellement des parois moulées, et on fera un rabattement de la nappe. Et il existe quelques cas particuliers où de temps en temps, on a utilisé de l'azote liquide pour congeler l'eau, ce qui a permis comme ça d'avoir la barrière étanche qui était nécessaire pour pouvoir réaliser les fondations et ensuite de pouvoir travailler. On a ici
un massif d'ancrage d'un pont suspendu, le plus long du monde en Chine. On peut voir ce massif d'ancrage avec les câbles du moins les taurons du câble porteur qui se séparent pour pouvoir venir s'ancrer dans ce massif d'ancrage. Donc on peut imaginer la charge qui va être appliquée sur ce massif d'ancrage qui doit être particulièrement bien ancré dans le sol. Et une des difficultés c'est qu'on est sur un fleuve avec pas mal de limons et donc difficulté pour réaliser ce massif d'ancrage de façon à ce que il adhère et que les fondations soient bien et correctement implantées. Donc on va pouvoir voir ici le massif d'ancrage, hein, comme je vous l'ai déjà précisé dans le vocabulaire, l'essentiel en fait se situe sous la surface du sol. On a besoin du poids et puis d'un ancrage suffisant. Donc première solution pour réaliser l'ouvrage, réaliser une paroi moulée par exemple, vu que les profondeurs sont relativement importantes. Et donc, a été envisagé pour pouvoir réaliser cette paroi moulée d'utiliser l'équivalent de l'hydrofraise de chez Sol Étanche Bachy. La difficulté, c'est que pour rendre étanche, il faut que l'on puisse trouver un substratum. Sur Lyon, on va chercher ce substratum à 50 mètres, alors que les bons sols se situent à peu près à 25 mètres de profondeur. La solution qui a été envisagée ici, ça a été d'utiliser de l'azote liquide. Alors concrètement, vous voyez les pipelines qui transportent de l'azote liquide. On fait des pointes filtrantes dans lesquelles on injecte cet azote liquide, ce qui permet de congeler l'eau qui se situe dans le sol et d'avoir du coup une surface, du moins une enceinte étanche et suffisamment stable pour pouvoir réaliser le terrassement. Après, derrière, il y a des rabattements de nappes qui ont dû être réalisés, hein, parce que sinon, on voit d'ailleurs les tubes qui dépassent, pour pouvoir continuer à travailler. Mais ça permet comme ça de pouvoir travailler au sec et de réaliser l'énorme masse de terrassement pour pouvoir ensuite réaliser. Donc là, en l'occurrence, ils l'ont réalisé en taupe. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on descend, il réalise la structure de l'ouvrage. Donc c'est ajouré, hein, donc c'est une structure poteau-poutre, ce qui permet comme ça d'obtenir le soutènement. L'inconvénient, c'est un peu comme les butons, hein. L'inconvénient, c'est la place pour pouvoir utiliser une grue, par exemple. C'est une des rares contraintes que l'on peut éventuellement avoir avec cette technique. Autre particularité aussi, c'est que lorsque l'on est en milieu aquatique, donc sur une rivière ou sur la mer, à ce moment-là, on a plus la nappe phréatique en elle-même, mais on baigne directement dans l'eau, auquel cas on sera amené à réaliser ce qu'on appelle un bâtard d'eau. Donc ce sont des rideaux de pales planches qui sont complètement fermés, donc qui permettent de créer comme ça un contour fermé. Bien entendu, il y a la poussée de l'eau autour, donc on est obligé d'installer des raidisseurs donc, pour maintenir ce bâtard d'eau en place. Les profils pales planches ont la particularité d'être étanches. Alors, je rappelle que ça se met 2 par 2. Donc on les enfile, on va avoir une petite vidéo pour voir un petit peu le principe de base. Et on va rajouter des butons et des liernes. Donc les liernes vont ceinturer la totalité de l'ouvrage et des butons qui vont permettre de maintenir l'écartement entre les pales planches. Ainsi, on travaille au sec. On n'a plus qu'à faire un rabattement de nappe, de pomper à l'intérieur du bâtard d'eau pour pouvoir travailler. Réaliser ici, sur cette photo, des fondations profondes, donc des pieux, et de couler ensuite la semelle
Dans certains cas, on gardera les bâtards d'eau, alors pour une raison simple, c'est que ça permettra comme ça en même temps de limiter les risques d'affoulement dont on a parlé pendant la partie terminologie. Voir ici sur cet extrait de vidéo la réalisation d'un bâtard d'eau pour un pont réalisé à Angers. Dans un premier temps, ils ont réalisé des pieux forêts tubés parce que on se trouve sur un fleuve. La conséquence, c'est qu'il y a des limons et donc pour pouvoir porter les charges amenées par le pont, une nécessité d'aller chercher d'un sol de meilleure qualité un petit peu plus bas. Et le tubage va permettre d'éviter le phénomène du frottement négatif parce qu'il y a un risque que ces limons, en se comprimant, ne provoquent ce frottement négatif quand on va le tasser. Derrière a été réalisé un bâtard d'eau pour pouvoir réaliser la tête qui vient se poser sur les pieux. Donc pour pouvoir travailler au sec, mise en œuvre 2 par 2 des pales planches, de façon à créer une enceinte totalement fermée, qu'on appelle donc le bâtard d'eau. Dans un premier temps, donc on voit ici le vibrofonçage de ces pales planches grâce à un guide, ce qui permet de les orienter. Et pour pouvoir les ancrer correctement, comme le sol était un petit peu plus dur à la fin, ils ont utilisé un marteau pneumatique pour terminer l'ancrage correct des pales planches. Et bien entendu, reste un tout petit souci, c'est d'accéder à ce bâtard d'eau. Donc selon les distances, eh bien, on pourra utiliser des passerelles provisoires qui sont parfois directement posées, qui sont en fait des structures métalliques, un platelage métallique posé sur des profils métalliques qui ont été battus dans le sol et qui seront ensuite démontés. On les devine un petit peu sur cette photo. On devine un de ces tubes métalliques et le profil qui permet de réaliser le platelage ensuite. Dans le cas de piles un peu plus ouvragées, donc pour réaliser les piles voiles, on n'a pas trop de difficultés parce que là encore, souvent sur des petites hauteurs. Donc là ici, on a 2 banches Outinor. À l'époque, c'était des banches, puisque j'ai eu l'occasion de visiter ce chantier. C'est un ensemble de plusieurs pondales qui ont été réalisées et de pipeaux qui ont été réalisés pour un giratoire en hauteur. Et donc là ici pour ce pont ont été utilisées des banches. Donc à l'époque les Outinor faisaient 2,52 m de hauteur. Il doit y avoir une Suos qui fait à peu près 1 m, 1,50 m de hauteur. Donc grosso modo on a 6-7 mètres de hauteur. Bien entendu, vu la hauteur, ça nécessite, pour pouvoir faire le ferraillage, de rajouter un échafaudage pour pouvoir réaliser le ferraillage avant la fermeture de la banche. Ça ne pose pas de problème, hein. L'un des derniers chantiers que j'ai vu, ils avaient superposé jusqu'à 4 banches, et c'était pas des 2,50 m à l'époque, c'était des 2,80 m. Donc 4 niveaux de banches superposées. Petit détail quand même, méfiez-vous quand même de la vitesse de bétonnage parce que vous risquez en fait, si vous bétonnez trop rapidement, que les tirants qui maintiennent fermé votre coffrage sous l'effet de la poussée ne lâchent et vous n'aurez plus qu'à ramasser à la petite cuillère, comme on dit, le béton qui se sera répandu dans ces cas-là. L'autre possibilité, c'est d'utiliser des coffrages demi-coquilles, alors surtout pour des ouvrages qui sont pas trop gros, mais pas trop hauts, mais qui sont très ouvragés. Ici, c'est un pont routier pour des bus qui permet en fait derrière la gare de Vèze de survoler les voies SNCF. Vous voyez ici, on a une demi-sphère sur lequel se trouvent les appareils d'appui et on a un cylindre
en dessous. Et la particularité, c'est que pour faire des économies, donc ça c'est tout un travail préalable, d'essayer de voir comment on peut éventuellement découper le coffrage de façon à pouvoir réutiliser au maximum, parce que à chaque fois c'est un coffrage qui est unique, qui ne servira que pour l'opération. Ce côté un petit peu blanc que vous voyez sur le coffrage, c'est du téflon. Et là, en fait, le coffrage a été démonté pour pouvoir être entretenu, puisque c'est comme votre poêle. Le revêtement téflon s'abîme et donc on a besoin de temps en temps de le réparer. Quand les hauteurs commencent à devenir un petit peu trop importantes, on va utiliser ce qu'on appelle des coffrages grimpants. Alors, grimpant ou auto-grimpant. Une fois qu'on va bétonner, on appelle ça une levée. Et la particularité des coffrages grimpants, c'est de s'appuyer sur la levée précédente pour réaliser le coffrage. Oui, parce que l'autre solution, aurait consisté à mettre des étaiements et à augmenter la hauteur des étaiements et à remonter le coffrage au fur et à mesure. Ça ferait des volumes très importants dans ce cas-là de coffrage, donc sur des grandes hauteurs, hein, vous imaginez le viaduc de Millau, les piles sont les plus hautes d'Europe, voire du monde, pour l'instant, et ça ferait quand même des sacrés volumes d'étaiements, sans compter le problème du vent, etc., qui augmenterait les difficultés de l'exécution. Donc là, en l'occurrence ici, le coffrage, comme sur le petit schéma qui était apparu, vous voyez que le coffrage s'agrippe sur la partie qui a déjà été réalisée. Donc là, ici, on a une première phase de bétonnage. On monte le coffrage et on vient s'appuyer sur la levée précédente pour réaliser ensuite la levée suivante. Ça, c'est pour les coffrages grimpants. Et vous avez une petite variante qu'on appelle les auto-grimpants qui ont la particularité d'être munis de vérins, comme ici sur le viaduc de Millau. Ce qui fait que du coup la grue n'est pas là pour permettre de lever le coffrage, mais en réalité sert à monter les fournitures nécessaires pour le chantier. Sachant que quand on est comme ça là sur des grandes hauteurs, il vaut peut-être mieux privilégier des bétons fluides qu'on va pouvoir pomper pour si tant est que ce soit possible, parce que vous imaginez bien que si la grue devait monter les bennes à béton, ça prendrait un temps fou pour réaliser le bétonnage. Pu voir en parallèle en bas à droite un coffrage auto-grimpant avec en dessous suspendu des passerelles qui permettaient de récupérer les équipements, en l'occurrence ici les attaches volantes du coffrage grimpant, au fur et à mesure que l'on monte. Et on peut s'en servir aussi de ces passerelles suspendues pour faire le ragréage, voire récupérer des incorporations qui auraient été faites dans l'ouvrage. En haut à droite, vous avez par contre une pile, je dirais même un pylône de pont en train d'être exécuté, et on peut voir qu'il y a deux coffrages grimpants avec une passerelle entre les deux pour faciliter les déplacements. Bien entendu, on peut faire des formes un tout petit peu plus complexes, au sens où ici, ce sont des piles qui sont inclinées au départ. Et il y a un autre souci, c'est lorsque vous avez des variations de section. À ce moment-là, il faut concevoir, quand il s'agit d'une variation de section, il faudra penser le coffrage de façon à ce qu'on puisse retirer des clés successives, de façon à resserrer le coffrage au fur et à mesure. Dans le cas des piles inclinées, se pose un autre problème, c'est la stabilité de la pile quand elle est inclinée. Prenons l'exemple de la photo assez impressionnante qui est ici. On a des pieds qui sont inclinés, et notre coffrage, donc là en l'occurrence ici, ils vont réaliser le clavetage, donc c'est pour ça que vous avez un étaiement en dessous. Mais la difficulté, c'est que lorsque l'on fait un poteau incliné,
de manière plus générale, c'est la stabilité du poteau pendant les phases provisoires. Quand la dalle qui est au-dessus fera la liaison entre les différentes piles, ça posera plus de problème. Mais en attendant, il faut les stabiliser, d'où la nécessité de mettre des contreforts pour pouvoir stabiliser l'ouvrage et d'avoir rajouté ici un système d'étaiement pour maintenir les écartements et stabiliser provisoirement. Bien entendu, tout sera démonté une fois que le béton aura suffisamment de résistance. Autre variante, c'est le coffrage glissant. En fait, c'est une variante de l'auto-grimpant parce que le principe est à peu près le même, avec une petite différence, c'est qu'il n'y a pas de levée successive. C'est-à-dire que l'on va réaliser le coffrage en continu dès qu'on démarre. Au fur et à mesure, on va couler le béton. Donc, grosso modo, on fait un bétonnage 24-24, 7 jours sur 7, jusqu'à ce qu'on ait atteint la hauteur. Là encore, on peut réduire ou augmenter la section simplement au préalable en ayant pensé à des clés qui permettront d'augmenter ou de diminuer les dimensions du coffrage. Et on va pouvoir rajouter des éléments au fur et à mesure, par exemple laisser des ouvertures ou des accès qui pourront être mis à l'intérieur de ce coffrage. L'avantage, c'est la vitesse. Parce que dès que vous démarrez, vous n'arrêtez plus votre bétonnage avec une plateforme, c'est-à-dire que vous avez la plateforme de travail dans laquelle on va pouvoir faire les ferraillages, les coffrages au fur et à mesure de l'avancement et le bétonnage, bien entendu. Mais vous avez des plateformes suspendues qui vont permettre de récupérer le matériel, voire de ragréer les surfaces que vous avez réalisées. Un autre avantage aussi, mais ça c'est plutôt pour les plateformes offshore qui utilisent cette technique-là. Vous savez, ces plateformes offshore réalisées en béton qui vont flotter et puis que l'on viendra ensuite couler au large pour pouvoir faire des forages ou d'autres activités. Des digues par exemple, hein. Si je prends par exemple les caissons Jarlan, les murs Jarlan de certaines digues, qui peuvent être réalisés avec cette technique-là. On va faire flotter, hein, c'est un problème de principe d'Archimède, hein, pur et dur.